On tombe pas, on s'écarte pas, on ne parle plus. On ne parle plus, on va chasser. Après ça c'est vos petites choses là, personnelles, vous le ferez après la chasse. Maintenant on va chasser, on va lever des sangliers. Voilà. Si les débats sont vifs aujourd'hui parmi les chasseurs de Combayo, c'est qu'il y a urgence. L'explosion du nombre de sangliers menace sérieusement les cultures. La consigne est claire, tuer un maximum de bêtes. On est censé tout tirer, maintenant vous faites ce que vous voulez. Voilà, on est censé tout tirer. C'est une battue pour réguler. Après, je dis rien, moi. L'idée, c'est d'aller s'amuser, profiter, aller chasser, C'est pas s'amuser, c'est le loisir. Après les vendanges, mais maintenant, il faut tuer les sangliers parce qu'ils vont nous manger toutes les vignes. Vous vous sentez vraiment, vous êtes investi d'une mission, quoi. C'est une mission, on a la pression de la Chambre d'agriculture, on a la pression de la Fédération de chasse pour qu'on aille chasser. En France, on comptait 50 000 sangliers en 1970. Aujourd'hui, il serait plus de 800 000. Désormais, l'animal s'invite partout. À la plage, ou en ville comme ici à Marseille, à la recherche de nourriture. Des images insolites, presque attendrissantes, et pourtant la prolifération des sangliers peut s'avérer beaucoup plus grave. Sur la route, les accidents causés par cet animal se multiplient. Des collisions, parfois mortelles. Le sanglier est aussi devenu l'ennemi numéro 1 des agriculteurs. Un problème mondial. En Suisse ou comme ici aux États-Unis, pays de la démesure, la régulation des sangliers a été confiée à des professionnels du tir. Mais en France, cette mission est l'affaire des chasseurs. Ces bénévoles peuvent-ils réguler à eux seuls la population de ce gibier roi sur tout le territoire ? Sangliers contre chasseurs amateurs, la partie semblait gagner il y a 40 ans, mais aujourd'hui, le rapport de force semble s'être inversé. Paul Azémar, 71 ans, vit ici depuis toujours. Il y a assez de place les gars ou pas là? C'est bon? Allez, nous sommes partis. Le problème de la prolifération des sangliers, il le connaît bien. Vous avez remarqué que les sangliers pullulent? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Nous, on a un petit territoire de chasse, mais comme on est en périphérie, voilà, c'est des zones périurbaines, quoi. Et alors, ils se cachent là, sachant que c'est très difficile parce qu'il y a des maisons de partout. Vous voyez là, mais il y a les villas là, et les sangliers passent à ras. Alors bon, il faut faire attention. Voilà. Ouais, c'est Luc, attention comment tu tires, voilà. Allez. Des chasses à condition de réserve. Pour bien comprendre ce fléau, il faut remonter dans les années 70. À l'époque, des milliers de sangliers d'élevage sont relâchés dans la nature afin de repeupler l'espèce alors en voie d'extinction. Dans le même temps, certains chasseurs en auraient profité pour jouer aux apprentis sorciers. Pierre Jouventin a dirigé une équipe de scientifiques au CNRS, spécialistes du sanglier. Il connaît parfaitement les conséquences de cette expérimentation. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont, pour augmenter la natalité et la taille des animaux, ils les ont croisés, ils les ont hybridés avec le descendant domestique du sanglier, c'est-à-dire le porc, le cochon. Et d'autre part, il faut voir aussi qu'il y a le changement climatique qui a multiplié le problème. Actuellement, il n'y a plus de blocage. En hiver, la reproduction s'arrêtait, maintenant elle ne s'arrête plus. Oh. Retour à la battue. On est parti, Michel, il ne m'appelle pas. On y va, hein. Bon. Il doit être posé, hein. Je vais appeler Robert. Allez, viens. Alors, longe la vigne, on va attaquer dans la petite combette là-bas. Chaque chasseur rejoint son poste. Toi, tu as des passages à sanglier là. Toi, toujours, ils viennent de là, hop, ils rentrent dans la vitre parce que ça fait. Ces passages à sanglier, ils passent toujours au même endroit, les sangliers après. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Jean-Marc est une des fines gâchettes de l'équipe. Ils ont levé ou quoi? Ils viennent que deux. Ah, ça n'a pas levé, d'accord. Ok. Lui chasse du sanglier et pas du cochonglier, il en est persuadé. Dans les vignes, par contre.
Ici, c'est du sanglier. C'est du vrai sanglier. Ah non, non, cochon-sanglier, c'est le croisement. Pour le moment, touche du bois. C'est pas encore arrivé. Pourtant, ces photos ont été prises à quelques kilomètres de là, dans un quartier fréquenté de Montpellier. On y voit ces spécimens hybrides, loin d'être perturbés par la présence des passants. Et c'est bien ce croisement qui pose problème à ce chercheur. Vous vous rendez compte, de multiplier par 3 la natalité, c'est un effet explosif. C'est une démographie explosive. C'est-à-dire qu'actuellement, les sangliers se reproduisent trop vite. Et donc les chasseurs n'arrivent plus à les contrôler. Donc ce qui paraissait très pratique au départ, c'est retourné contre eux. Enfin, ceci dit, comme peu de gens savent ça, à part les chasseurs de l'époque et quelques autorités, évidemment, ça passe à là. La catastrophe du sanglier, c'est qu'il se reproduit tellement vite qu'on n'arrive plus à le contrôler. Toujours dans les années 70, les chasseurs obtiennent l'exclusivité de la chasse au gros gibier partout sur le territoire français. En contrepartie, l'État leur donne la mission de gérer la population de sangliers. Autre volet de cet accord, la fédération de chasse doit indemniser les agriculteurs à chaque fois qu'ils ont un problème avec l'animal. Ce qui semble poser quelques soucis aujourd'hui. Le domaine de l'Ortus existe depuis une quarantaine d'années, c'est mes parents qui l'ont créé et moi j'ai repris ça avec mes frères. Au pied du pic Saint-Loup, Martin Orliac et ses 2 frères cultivent 80 hectares de vignes. Un décor de carte postale dans lequel pousse un raisin gorgé de sucre dont les sangliers raffolent. Et dans la nuit, il y a 4 ou 5 sangliers qui prendront sur une vigne et qui feront tomber les raisins par des chocs. Ils en mangeront peut-être 5%, mais tout sera par terre. Et si la vigne n'est pas clôturée, et en 2-3 nuits, vous avez plus de récolte sur la vigne, quoi. Chaque année, l'animal détruit l'équivalent de 40 000 € de récolte. Seule solution alors, remplacer les barrières électriques devenues inefficaces par des barrières plus grandes et plus solides. Il y a une telle population de sangliers que c'est même pas, je pense pas que ce soit une solution très durable non plus, quoi. Coût total de l'investissement, 150 000 € uniquement pour protéger la moitié de ces vignes. Mais depuis peu, les agriculteurs disposent d'une autre arme pour se protéger du sanglier. Donc là c'est une carabine en 270. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc là elle est équipée d'une lunette pour tirer un petit peu loin et d'un silencieux pour éviter... Louis Coulet est vigneron dans la vallée de Buège. Comme tous les agriculteurs, il est désormais autorisé à se faire justice lui-même. On appelle ça le tir de défense. Avec son fusil, il a tué 34 sangliers l'an dernier. Voilà, grosso modo, tu t'assois à un endroit un petit peu en hauteur et tu attends d'entendre du bruit et tu les vois sortir à la fin. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc après, voilà, il suffit de le tirer, tu le touches ou pas, mais ça le fait partir au moins. Il y a aussi des agriculteurs qui abusent et qui font rien. Il y a des clôtures, des fois ça fait rire quand on voit 2 fils comme ça, détendus, et le gars il n'est pas foutu de prendre un fusil pour essayer de protéger un peu ses vignes. Il ne faut pas non plus exagérer. Je sais pas, il me semble que c'est du bon sens, mais après il y en a qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas cette éthique de la chasse ou qui n'ont pas envie de tuer un animal. Mais bon, c'est facile de se plaindre quand on fait rien, quoi. Oui, et puis après, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'on va travailler 10 heures par jour pendant la journée, et après, la nuit, il y a les 80 hectares qu'on va surveiller pour tirer les sangliers. Je veux dire, mais on vit quand? Puis on dort quand aussi, quoi. Le sujet divise. En revanche, les agriculteurs s'accordent sur un point. Ils se disent mal indemnisés par la Fédération de la chasse. Ce qui est moins normal, c'est la Fédération de chasse qui, globalement, fait comme si le problème n'existait pas, parce qu'au final, ils contrôlent, ils sont jugés partis, quoi. Jugés partis, car c'est la Fédération des chasseurs qui mandate les experts chargés d'évaluer les dégâts. Et bien souvent pour les agriculteurs, le compte n'y est pas. Il y a un mensonge derrière. Voilà. La Chambre d'agriculture nous a communiqué le manque à gagner en prenant l'exemple d'un merlot. En bouteille, il serait vendu 250 € l'hectolitre, presque 4 fois plus que le montant de l'indemnisation versée par la Fédération de la chasse. Et pour cause, le barème est fixé au prix du vin en vrac. Après de nombreuses tentatives, nous avons enfin réussi à joindre par téléphone la Fédération des chasseurs. Est-ce que c'est juste de payer les viticulteurs au prix du vin en vrac ?
Là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Moi, je vous dis, c'est un système réglementaire et nous, on l'applique. Par système réglementaire, ce porte-parole de la fédération veut dire que c'est une commission qui décide des barèmes d'indemnisation. En théorie, dans cette commission, 16 membres ont le droit de siéger et participent au vote. D'un côté, 8 représentants des différents syndicats agricoles. De l'autre, 8 représentants de la Fédération des chasseurs. Mais dans les faits, la parité n'est pas respectée. Un syndicat d'agriculteurs, le MODEF, est composé en grande partie de chasseurs. Ils ne siègent donc jamais. Résultat, les chasseurs ont la majorité. Ce sont donc eux qui établissent les barèmes d'indemnisation. T'as les pétarades là-bas. Les pétarades, tu n'as pas de dadu? Ils ont pétaradé là. Retour dans le maquis. Les pétarades, elles taguent. Tire. Où la traque s'intensifie. Tout ça, ça a bougé là. Il doit pas être tout petit. Ici, le sanglier est difficile à débusquer. Aïe! La progression est difficile. Là, il y a un passage, tiens les pattes, là, c'est nickel. Yeah! Où ils sont les chiens? Allez, toutou, cherchez là. Où ils sont là? Voilà, il y a tous les toutous. Allez, toutou, là, cherchez-le là. Où il est? Ah, c'est joli quand toi tu cherches. Où il est? Allez, toutou. Oh, des putes. Oh, il est joli là. Allez. Allez. Il est joli. Je veux pas essayer plus petit. Du gros gibier à profusion, mais dans les faits, la population augmente-t-elle vraiment? Nous avons posé la question à l'Office de la chasse. Cette population de sangliers, elle est quand même en hausse dans l'Hérault. Non, je pense que l'Hérault, c'est justement peut-être le mauvais exemple, elle est à peu près stable. Stop! Essayons de comprendre. Pour compter les sangliers dans le département, et en France en général, l'Office de la chasse s'appuie surtout sur le nombre de sangliers tués, et un peu sur les dégâts causés par l'animal. 2 données fournies par la Fédération des chasseurs elle-même. C'est quand même pas une démarche très scientifique de s'appuyer seulement sur les tués pour connaître. Bah oui, vous avez une autre méthode. Ah, c'est pas à moi de l'avoir la méthode. Et visiblement, si des gens beaucoup plus compétents que moi l'ont pas encore trouvé, dans le monde, c'est pas en France, hein, dans le monde, personne n'a trouvé moyen de comptabiliser une population de sangliers. Donc c'est que ça doit être un peu compliqué quand même. L'équipe de chasseurs de Paul Azémar semble donc avoir eu un peu de chance. À température, Luc 6, Alco 7 et Georges 8, c'est ça. Là, on a réussi. C'est preuve qu'il y a une population de sangliers énorme pour tuer 8 sangliers comme ça. Pour en tuer 8, il faut qu'on ait 3 ou 4 fois plus. Là, il y avait peut-être 30 ou 35 sangliers dans l'enceinte. Un tableau de chasse exceptionnel. Leur passion leur a encore procuré beaucoup de plaisir, et avant tout, du plaisir. On n'est pas des professionnels de la chasse, ça reste un loisir malgré tout. Bien qu'on veuille nous donner une mission de régulateur pro, non. La chasse, ça a un coût, on ne peut pas chasser 7 sur 7, et ça reste un loisir malgré tout, quoi. Vous voulez faire comment? Peut-être qu'il faudrait des professionnels de la chasse. Ah bah si chaque Français est prêt à rajouter 100, 200, 500 euros sur ses impôts pour payer des gens à faire ça, pourquoi pas? Ça pourrait être une solution, hein. Moi, je ne la préconise pas parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui gratuitement sont prêts à le faire, c'est quand même mieux que de payer des fonctionnaires pour aller faire un travail que d'autres personnes iront faire avec plaisir. Pour le moment, l'État mise toujours sur les chasseurs. Une réforme d'ampleur est dans les tuyaux. Elle prévoit notamment de rendre la chasse plus accessible en faisant baisser la cotisation annuelle du permis. Paul Azémar et ses amis devraient rester les seuls prédateurs du sanglier pour encore quelques années. Michel, Jean-Michel, allez! Jean-Michel, 1 minute là!